Bonjour les premières. Donc pour cette première heure du lundi que vous allez passer en autonomie, donc l'heure de 8 à 9, je vous propose en fait de faire des compléments à ce qu'on a déjà pu dire sur la princesse de Clèves, en particulier sur le texte 1, et en faisant un lien avec le parcours qui est associé. C'est-à-dire que j'anticipe un petit peu déjà sur les compléments qui viendront, mais ça me paraît nécessaire de progresser à la fois dans l'analyse du texte et dans la compréhension de l'objet d'étude, puisque c'est ça qui vous attend. Et ça vous aidera aussi à mieux interpréter le texte quand on va passer à l'étude linéaire cet après-midi. Donc, vous voyez qu'ici j'ai un document qui vous est fourni par Classroom, que je commente rapidement avec vous. Je vous demande donc de le lire, bien sûr, mais quelques commentaires s'imposent malgré tout. Peut-être que vous aurez des questions aussi cet après-midi par rapport à ce document. Voici les trois notions qui sont celles du parcours individu, morale et société. Donc c'est à l'aide de ces trois notions qu'on doit essayer de réfléchir et de situer un texte euh, dans un, dans un ensemble, alors ce qu'on appelle le mot thème associé, parcours, enfin peu importe comment on appelle ça, et il s'agit en fait d'un cadre de réflexion. Qu'est-ce qui se passe au XVIIe siècle? Là, c'est très important d'avoir compris que, contrairement à notre époque où on met en avant l'originalité de l'individu, au XVIIe siècle, c'est extrêmement mal vu. Donc la formule de Pascal, c'est quelque chose à connaître. Pascal est un penseur et mathématicien, et dans un de ses aphorismes, c'est ça justement, le mot est haïssable, c'est-à-dire toute expansion de ses sentiments personnels, etc., est considérée comme quelque chose de déplacé. Alors, qu'est-ce qu'on met à la place? On met plutôt l'idée que dans une société donnée, organisée selon un ordre un peu divin, on doit tenir la place qui nous a été attribuée. Donc on est dans une société où il y a trois états, hein, vous avez vu ça, donc ce qu'on appelait l'ancien régime. Et puis son rang, le rang qu'on tient dans la société, surtout quand on est noble bien sûr, c'est le rang auquel on doit se conformer, on doit obéir aux valeurs de cette noblesse et les défendre, un petit peu comme le chevalier qui défend la veuve et l'orphelin, qui fait acte de générosité, etc., etc. La générosité, d'ailleurs, au XVIIe siècle, désigne avant tout le courage. Le mot, hein, générosité. Voilà. Donc, première chose à bien comprendre, c'est que l'individu n'a pas du tout, au XVIIe, ni au XVIe, la même place que celle qu'on lui donne aujourd'hui. L'originalité d'une princesse qui voudrait choisir un mari, c'est pas quelque chose qu'on va défendre comme quelque chose d'original. Dans la tête de Madame de Lafayette, c'est pas possible qu'elle fasse une histoire un peu romantique où cette jeune fille s'opposerait à un carcan qu'on lui impose, elle serait une victime, etc. Non, pas du tout. Elle doit tenir son rang. C'est comme ça. C'est c'est comme ça qu'on conçoit aussi un héros. Donc, il y a l'idéal de l'honnête homme, qui est celui qui justement se conforme à des valeurs supérieures, et qui en même temps donc, est capable de politesse, etc. etc. Bon, ça, je ne vais pas tout préciser sur l'honnête homme, mais qu'en est-il justement d'une jeune fille qui va atteindre, elle aussi, là dans son rang, c'est-à-dire en tant qu'épouse, en tant que femme, mariée, etc., comment elle va devenir justement une héroïne. Et elle va être au-dessus du lot, au-dessus du commun. La plupart des gens, évidemment, ne tiennent pas leur rang et ils sont en deçà des valeurs qu'on attend d'eux. Voilà. Deuxième chose à comprendre, quand on parle d'individu, individu forcément on parle des désirs. Alors là je vous ai mis un petit papier, un petit commentaire, pardon, pour vous dire simplement que n'allez pas croire que comme c'est une jeune fille de 15 ou 16 ans du XVIIe siècle, forcément elle est très sage, comme sur les images qu'on a retenues du XVe ou du XVIe siècle. Bien sûr que non. Et Madame de Lafayette est parfaitement au courant de ces débordements et des excès auxquels on peut assister parfois dans justement les histoires amoureuses qui font partie de tout ce que la cour brasse. Hein, il y a des histoires comme ça qui sont racontées discrètement, mais on est parfaitement au courant des excès auxquels le désir peut conduire. Donc c'est pas parce que cette jeune fille est de bonne famille, comme on dit, qu'elle est forcément sage. Et c'est justement ça qu'il faut bien avoir compris,
c'est que justement, elle va découvrir en elle l'aiguillon terrifiant de Vénus qui la rend si passionnée. Et donc elle va héroïquement résister justement à ce désir. La question de la féminité, je trouve que c'est important de la poser sans tomber dans le piège de croire que c'est un livre féministe. Il n'y a pas de discours féministe chez Madame de Lafayette au sens où on l'entend aujourd'hui. En revanche, on voit que vous devez vraiment penser à situer effectivement cette écriture comme l'écriture d'une femme qui vit dans un siècle très paternaliste, mais qui en même temps parvient parfaitement à s'en émanciper. La question pour moi qui est importante, c'est de comprendre que il n'est pas question simplement pour la jeune fille d'obéir ou de désobéir aux règles des hommes et celles du mariage. Il y a quelque chose qui va beaucoup plus loin. Et c'est ce que j'ai mis ici. En quoi son refus de tromper son propre mari n'est-il justement pas un simple acte de soumission à l'ordre social, mais c'est une exigence intérieure qu'elle a, une exigence bien plus importante que celle auxquelles sont confrontées la majorité des femmes de son temps. Elle va beaucoup plus loin dans l'exigence morale, et c'est ce que je l'ai défini un petit peu plus bas, à savoir la question de l'opposition entre la morale et l'éthique. Je pense que vous aurez probablement des questions sur ces questions-là. Je pense que c'est important d'avoir compris ça. La morale, c'est le jugement. Donc là, je vous ai mis quelques notes. Dans la morale judéo-chrétienne, celle qui est en vigueur au XVIe et au XVIIe siècle, bon, on considère la virginité le jour de son mariage comme une preuve de pureté, puisqu'on ne sait pas livrer au sexe qui est réservé normalement à la procréation, etc. etc. Donc qui dit désir, dit mariage, dit procréation, dit inscription dans l'ordre divin et religieux. Donc le plaisir et le désir est quelque chose qui met le rang de quelqu'un en danger, parce qu'il peut le conduire à des excès, ou à des tromperies, ou à remettre en question, ou faire trembler cet édifice de la morale qui voudrait correspondre à un ordre divin. Ce qu'il faut bien avoir compris, c'est que la morale, ce que j'ai mis ici, n'est pas un enseignement. On n'enseigne rien par la morale. On interdit, on autorise, mais ce n'est pas pour autant qu'on explique les choses. On utilise donc très souvent les catégories de bien et de mal. Et j'ai pris un exemple un peu caricatural. Quand on vous dit « ouais, fumer, c'est pas bien », imaginez un petit sixième qui dit ça à ses copains. Et on a envie de dire « ah bon, pourquoi ?» Oui, parce que ça fait pleurer tes parents. Bon, d'accord. C'est pas bien de faire pleurer ses parents. C'est pas bien de leur faire du mal. Certes, mais en quoi fumer serait mauvais? Vous voyez la différence entre mal et mauvais? Mal, on est du côté de la morale. Mauvais, on est du côté de la compréhension de ce qui se passe. Et là, on est du côté de l'éthique. Effectivement, c'est pas terrible de fumer, on peut le démontrer. On montre tout ce qui se passe dans le corps, etc., etc. On montre les processus. Là, on est en train justement de comprendre intrinsèquement comment se déroule quelque chose qu'on fait. Et en fonction de cette connaissance, on prend une décision relative à sa faisabilité. Est-ce qu'il faut le faire ou est-ce qu'il ne faut pas le faire? Qu'est-ce qui est mauvais ou qu'est-ce qui est pas bien, mais bon? Il y a des choses qui sont bonnes pour la santé, il y a des choses qui sont mauvaises pour la santé. Là, je suis dans l'éthique. Si je dis ça c'est bien, il faut en manger, je suis dans la morale, c'est-à-dire que ce qui compte avant tout, c'est le jugement de la personne qui prononce ce jugement, qui cherche par là à maintenir peut-être un pouvoir ou une idée qu'elle a définie en avance. Donc c'est très important de comprendre que la princesse de Clèves n'obéit pas aveuglément à sa maman qui lui dirait c'est pas bien d'aimer un autre homme, mais c'est intrinsèquement, en confrontant ses désirs à ce qu'elle veut obtenir dans la vie de bon pour elle, qu'elle en vient à refuser jusqu'au bout cette idée du mariage, cette idée de l'adultère avec le prince de Nemours. C'est donc pas un acte d'obéissance à son rang,
simplement parce qu'on lui a dit qu'il fallait faire comme ça, elle n'a pas compris pourquoi. Vous voyez l'importance de comprendre ça si vous voulez aborder la première partie justement du portrait de Mademoiselle de Chartres. On insiste lourdement sur cette valeur supérieure qu'elle se donne, et en cela, j'ai envie de dire qu'elle échappe à la morale, mais qu'elle se donne une éthique de la plus haute exigence qu'elle puisse se donner. Une des choses qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, elle ne pourrait pas être heureuse avec le prince de Nemours. Ça lui rappellerait forcément, c'est ce qu'elle dit, je crois, dans le dernier entretien qu'elle a avec lui, ça lui rappellerait forcément le fait que son amour est entaché de la mort d'un homme. Donc ça ne serait pas du vrai bonheur. Donc vous voyez que ce qu'elle cherche, c'est pas forcément à payer, mais elle cherche le bonheur. Or son bonheur, il n'est pas possible si à chaque fois que tu es avec quelqu'un, ça fait penser à la mort d'un autre. Ça vient faire périr ce bonheur. C'est pas donc une obéissance, vous voyez, à la simple parole ou à la simple promesse qu'elle a faite à sa mère. C'est aussi une exigence profonde du personnage qui affirme sa vertu radicale. Et j'espère que vous avez bien cherché le mot vertu. Vous avez compris que dans vertu, il y a quelque chose d'un peu guerrier, d'un peu viril aussi. La vertu, donc là, c'est un mot ici qui est très important parce que c'est l'inverse d'une obéissance aveugle à des règles qu'on vous a imposées. Donc vous voyez qu'il y a une énorme liberté dans ce roman qui est souvent très très mal comprise. On imagine la petite finissage bien rangée oh non non non, qui fait loi blanche et qui refuse de s'avouer qu'elle aime un homme, alors qu'elle ferait mieux de l'avouer. En fait, elle l'avoue, mais c'est là où elle est encore plus forte. Voilà. Dernier point, donc je vais essayer d'afficher ça en. Voilà, vous avez le bonheur d'entendre mes voisins et leurs chiens. Oh, les petits chiens, ils sont mignons. Alors, ici, j'ai mis quelques précisions sur la notion de société. Donc, on est dans une société patriarcale, on est dans une société avec un roi qui se prétend être l'incarnation. Enfin, ça, c'est plutôt après, avec Louis XIV, mais quand même, le roi est supposé contribuer à cet ordre divin qu'on a instauré par la religion. Mais bien sûr, donc ici, vous voyez bien que c'est une société. Là, on insiste beaucoup sur la galanterie. Les mariages arrangés, les maîtresses qui sont affichées en public, les relations extra-conjugales, les enfants des rois qu'on a eu avec une maîtresse et qui accompagnent le roi. Vous avez vu ça dans l'extrait de film, de série là, que je vous ai montré. On se demande à un moment donné, tiens, c'est qui lui? Ah non, non, c'est pas le fils du roi, c'est son bâtard. Donc les bâtards, ils sont là, ils sont à la cour aussi. Voilà, donc il y a des choses qu'on fait publiquement, il y a une façade qu'on affiche, et puis il y a bien sûr toute une série de tolérances par rapport à ces règles, hypocrites ou pas, hein, plus ou moins hypocrites, et plus ou moins autorisées. Donc comment le désir, dans toute sa brutalité, va-t-il se trouver confronté à des jugements moraux? C'est-à-dire si la princesse de Clèves se laissait séduire par le duc de Nemours, alors forcément il y aurait une condamnation officielle. Mais cette condamnation officielle ne serait pas pour autant très 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 grave à partir du moment où tout le monde le fait, entre guillemets. Or, justement, elle ne le fait pas, et c'est presque son obstination à ne pas le faire qui est désapprouvée par la société dans laquelle elle vit. On lui fait comprendre qu'elle pourrait très bien épouser le duc de Nemours, son mari est mort, il n'y a rien qui l'en empêche de laisser libre cours à ce désir. Rien, sauf elle-même. Et toute la question est là. Et c'est donc un personnage héroïque en ce sens où elle est obligée de. Enfin, elle n'est pas obligée, elle s'oblige à se conformer à ses exigences supérieures. Voilà. Elle ne veut pas d'un bonheur qui serait entaché de la moindre tâche. Alors, est-ce que c'est idéaliste? Est-ce que c'est une illusion? Ça, c'est une autre question. Et c'est toutes les questions connexes que je vous ai mises ici en parallèle. Donc, il y a plein de romans qui traitent de ces questions, bien entendu, notamment au XIXe siècle, plus tard. Donc là, j'espère que vous avez des souvenirs de l'an dernier. Et bon, je vous laisse lire, vous êtes assez grand pour lire, et là c'est déjà trop long, mais j'espère que cette petite précision vous aide à bien comprendre à quel point le personnage de la princesse de Clèves a quelque chose d'éminemment vertueux et héroïque, mais sans que ces mots soient
une façade. Voilà, c'est quelque chose qui, c'est cette exigence supérieure qu'elle se donne elle-même, et je crois quelque chose que vous devez essayer de comprendre et réfléchir vous-même aux valeurs que vous-même vous vous donnez. Quelle concession vous seriez prêt à faire après la lecture d'un roman comme celui-là? On pourra en parler d'ailleurs à un moment donné. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a intéressé. Et l'étude linéaire, on le fera à un autre moment. Là, je voulais simplement préciser toutes ces notions. Autant le faire par vidéo et puis vous laisser le faire sur votre temps libre plutôt que de vous coincer en Zoom et de ne pas être certain que vous l'écoutiez. Alors que là, je vous mets un peu la pression. À bientôt, enfin cet après-midi normalement, et bon courage pour la matinée.